Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. On va parler de l'Ukraine. On va revenir sur la situation en Ukraine 5 ans après le début du soulèvement populaire qui avait émergé sur la place Maïdan et qui avait abouti au renversement, on s'en souvient, du président pro-russe Viktor Yanukovych. Un anniversaire qui nous donne l'occasion de faire une forme de bilan, notamment de la présidence de Petro Poroshenko, alors qu'une nouvelle élection présidentielle se tiendra en mars prochain. Quelles réformes, quelles avancées notables? Et puis par ailleurs, où en sont les régions séparatistes de l'Est? Elles viennent juste d'organiser des élections pour se choisir de nouveaux dirigeants, mais parviennent-elles à échapper au statu quo imposé par le Kremlin depuis le début du conflit? Les accords de paix de Minsk signés en 2015 ont-ils permis de réduire les affrontements et peut-on espérer une issue politique? Annie de Bonton et Alexandra Goujon sont déjà avec nous au plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant d'évoquer l'Ukraine, en retour en partenariat avec l'association des prix Albert Londres, le journaliste qu'on reçoit ce matin, c'est un retour un peu exceptionnel puisqu'on reçoit un caricaturiste. Il vient de recevoir le prix d'excellence en journalisme dans la catégorie dessin de presse décerné par l'Association Inter-American Press, ainsi que le prix du courage du dessin de presse décerné par le CRNI, Cartooning Rights Network International, qui est une ONG basée aux États-Unis qui milite pour la défense et la liberté des caricaturistes. Il est également membre de ce réseau de caricaturistes du monde entier avec lequel nous sommes partenaires, Cartooning for Peace, qui œuvre pour la paix, pour et par le dessin de presse. Bonjour Pedro Molina. Buenos días. Buenos días. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes caricaturiste, je le disais, journaliste nicaraguayen. Depuis plus de 20 ans, vous travaillez comme dessinateur de presse, illustrateur un peu dans le monde entier. Vos dessins, vos caricatures et autres bandes dessinées, elles sont publiées dans des journaux de renommée mondiale, Project Syndicate, Politico, Los Angeles Times, le Washington Post, Courrier International, et j'en oublie. Le Nicaragua, Pedro Molina, est le théâtre, je rappelle pour nos auditeurs, d'une crise politique majeure depuis quelques mois. En avril dernier, des manifestations éclatent au Nicaragua autour d'une réforme des retraites et rapidement, face à la brutalité de la répression, elle se transforme en un mouvement de protestation beaucoup plus large, beaucoup plus profond, aspirant à la chute du régime du président Daniel Ortega. Et malgré l'accalmie des dernières semaines, le bilan humain est très lourd puisqu'on parle de 130 morts, mais en fait certains bilans vont jusqu'à 300, 400, 500 morts, sans compter évidemment les blessés, les arrestations et autres tortures de prisonniers. Depuis le début de cette vague contestataire, Pedro Molina, vous essayez par le dessin de dénoncer les dérives de ce régime. On va y revenir. Le mois dernier par exemple, chaque jour, vous avez fait le portrait d'une victime de la répression. On y retrouve notamment, je vais en citer 3, Orlando Francisco Pérez, 24 ans, étudiant à Esteli, tué le 20 avril dernier par une balle dans la poitrine. Angel Goana, 42 ans, journaliste, mort lui d'une balle dans la tête alors qu'il diffusait en direct les manifestations. Ranelia Lima, 31 ans, une jeune brésilienne étudiante en médecine, assassinée elle par des paramilitaires. C'est important, Pedro Molina, de redonner une identité par le dessin, par le portrait à ces victimes de la répression. Il vous fallait montrer au monde leur visage, Pedro Molina. Vos propos sont traduits par Pascal Fougère. Sí, a mí lo que me parece importante es un poco ayudar a visibilizar. Ce qui moi me paraît important, c'est d'aider un petit peu à rendre visible ce qui se passe actuellement au Nicaragua. De la mejor manera que puedo hacerlo. Et de la meilleure manière que je puisse le faire, c'est-à-dire avec mon travail. Así que he estado haciendo lo que he podido en Ce cuanto qui fait a que j'ai fait tout ce que j'ai pu en matière de dénonciation, los abusos del gobierno dénoncer ces abus du gouvernement, y también a visibilizar lo que está y también a visibilizar las víctimas aussi rendre que visible han bien habido sûr les victimes, desde abril de este año. depuis le mois d'avril 2018. Dependiendo de qué, digamos, de qué cifras de organismos de derechos humanos estamos Alors hablando. évidemment les chiffres varient selon les organisations de droits humains. Si on fait une moyenne, on va dire, on va parler de 400 victimes, 400 morts, et des centaines bien sûr de prisonniers politiques. Et d'ailleurs, il y a encore régulièrement des manifestations pour demander précisément la libération de ces prisonniers politiques. Alors, vous avez fait énormément de dessins. J'en ai un, par exemple, sous les yeux. On voit une bouche hurlante, une bouche criante d'arrêt d'une matraque. Cette question de la violence, Pedro Molina, parce que les images qui nous viennent du Nicaragua, on voit effectivement des confrontations entre manifestants et forces de l'ordre dans les rues sur des barricades. Il y a également, on le sait, des groupes paramilitaires qui ne dépendent pas officiellement de l'État, du régime, mais qui en réalité lui sont totalement dévoués. Il y a aussi peut-être une violence qui est moins visible avec des rafles dans les maisons, des actes de torture dans les prisons. On vit désormais dans un régime de violence. Je voudrais que vous essayiez de nous faire comprendre, Pedro Molina, précisément ce qu'il y a derrière ce régime de violence, comment est-ce qu'il est pensé, comment est-ce qu'il s'exerce, et comment est-ce qu'on fait quand on est dessinateur comme vous pour continuer à dénoncer tout cela par le dessin dans un tel contexte. Okay. Pues como caricaturista, mi trabajo es ir analizando. Caricaturiste, mon travail, c'est un travail d'analyse, bien sûr, de ce qui se passe au quotidien au Nicaragua. Usualmente, tratar de conectar Généralement, donc ça veut dire essayer de faire un lien avec le lecteur à un niveau critique, mais également d'une certaine manière le distraire et lui donner la possibilité de rire devant cette situation politique. Actuellement, ça a été un petit peu différent de travailler là-bas parce que o sea, es difícil hacer reír a un pueblo. Et bien sûr, c'est difficile de faire rire un peuple. Cuando estamos hablando de denunciar cientos y cientos de muertes y on parle de dénoncer des centaines de morts et des morts qui plus est atroces, des assassinats faits avec tout le froid du monde.
gens pendant qu'ils sont en train de manifester. Si uno examina los casos de estas muertes, Si on examine en fait ces la morts, mayoría han sido de balazos a la cabeza, al majeure cuello, partie o ont sea, été des tirs à la tête, dans le cou ou directement dans le cœur, c'est-à-dire vraiment des tirs très intentionnels, très ciblés. Ces morts ne viennent pas d'une révolte ou d'une guerre civile en fait. On va dire que ça participe au projet d'un État armé qui massacre un peuple désarmé. Et en tant que caricaturiste, on va dire politique, plus que faire rire ces derniers mois, lo que he tratado es de conectar a nivel de empatía, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'établir un lien d'empathie avec les lecteurs, compartiendo su angustia, en partageant avec eux leurs angoisses, leurs douleurs, su frustración leurs frustrations y su deseo de denuncia. et leur désir, bien sûr, de dénonciation de tout ce qui se produit. C'est évidemment très difficile de faire rire les Nicaraguayens dans un tel contexte, mais je veux dire, est-ce que vous êtes directement menacé par le pouvoir dans vos activités de caricaturiste? Sí, pues todo lo que hacemos de alguna forma Je u crois otra, que periodismo independiente, tous ceux qui font d'une manière ou d'une autre un journalisme indépendant sont menacés de différentes manières. quizás los caricaturistas estamos Et peut-être un poco más acostumbrados que les caricaturistes, nous avons un petit peu plus l'habitude de ces menaces par la nature même de notre travail. Voilà, on est habitué à ces menaces quotidiennes, à ces insultes quotidiennes sur les réseaux sociaux ou ailleurs. es que antes de esta crisis La différence, c'est qu'avant cette crise, lo tomaba quizás todas esas amenazas un poco menos en serio que on ahora. prenait sans doute un peu moins ces menaces au sérieux qu'aujourd'hui. Pero en realidad el hecho Y en es realidad, que la amenaza, el miedo y la tensión que La menace, et la peur de cette tension sociale, ce n'est pas seulement quelque chose qui touche les journalistes. À mon avis, je crois que nadie está seguro. aujourd'hui, personne, et absolument personne, n'est plus en sécurité au Nicaragua. Il n'y a plus un état de droit, c'est un état du caprice qui répond uniquement au désir de deux personnes, Daniel Ortega, presidente, y su esposa Rosario Murillo. qui est le président Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo. Alors justement, ce couple, vous l'avez dessiné, vous l'avez caricaturé, j'ai ce dessin sous les yeux, on y voit donc ce couple présidentiel assis sur le corps meurtri d'un jeune manifestant qui baigne dans une mare de sang, mais qui a encore la force, le courage de lever le poing. Daniel Ortega tient dans ses mains un fusil d'assaut et adossé à lui son épouse Rosario Murillo, qui est d'ailleurs vice-présidente depuis 2016, qui tient entre ses jambes un sac plein de billets, plein de dollars, une figure, cette épouse particulièrement détestée, je crois, au Nicaragua, qu'on appelle la sorcière, à cause peut-être aussi de son caractère un peu mystico-religieux, un peu délirant. Vous la qualifiez même dans un dessin, je crois, de psychopathe. Comment expliquer, Pedro Molina, que ce duo parvienne encore à tenir le pays? Le régime de violence suffit-il à expliquer les choses ou est-ce qu'il y a autre chose? Pues es difícil de explicar en pocas palabras. C'est difficile d'expliquer ça en peu de mots. Lo que está pasando en Nicaragua, lo que ha pasado durante décadas Pour moi, ce qui se passe au Nicaragua, c'est ce qui s'est passé depuis des décennies en Amérique y latine. es el dañino germen del caudillismo que una vez más está germinando en Et on Nicaragua. va dire que c'est ce germe en fait du chef qui était partout et qui finalement pousse quelque part au Es esta Nicaragua. perniciosa idea C'est cette idée pernicieuse que tiene que haber siempre un Mesías, un Salvador. qu'il doit toujours y avoir un sauveur tout puissant, charismatique. Y encima si tienen de alguna forma se les percibe casi una conexión Et mágica. d'une certaine manière, on perçoit avec lui le monde une connexion Va a magique, resolver todos los problemas del vue mundo. donc comme une personne qui va tout résoudre. Y entonces, pues esto es un poco más de ese mismo modelo. On va dire que c'est l'étape suivante de ce modèle-là. Hay que decir también de que esto se basa en una intención manifiesta Il faut dire aussi que ceci no brindarle la se educación adecuada a la gente. base bien sûr sur quelque chose qui est de ne pas donner une éducation. Et ça, c'est quelque chose de manifeste. Por propaganda. Et l'éducation est remplacée par la propagande. Pedro Molina, si ce couple tient encore, c'est parce qu'il y a des soutiens extérieurs, on va y revenir, mais c'est aussi parce qu'une frange de la société nicaraguayenne le soutient encore. Est-ce que vous pensez qu'il existe, Pedro Molina, un risque de guerre civile au Nicaragua? Évidemment, ce pays a déjà connu une guerre civile. Est-ce que le régime pourrait parvenir à diviser les Nicaraguayens et les pousser à se battre entre eux? Est-ce que ce risque est là? Pues ese es el gran miedo que existe ahorita. Ça, je crois que c'est la plus grande peur qu'il y a aujourd'hui. Si vamos a eso, La crainte principale, contexto histórico. si on regarde le Luego contexte historique, del fin de la guerra civil, après la fin de la guerre civile dans les années 80 au Nicaragua, se hizo un esfuerzo genuino de reconciliación il y a eu un véritable effort de réconciliation en 1990. 1990 avec le gouvernement de Violeta Chamorro. Y se trató de cambiar la mentalidad del pueblo, algo bueno realmente, o sea, yo creo que fue algo positivo. Il y a eu un véritable effort de changer en fait la mentalité des gens, et c'était quelque chose qui était Para positif, je crois. hacernos creer que de ahora en adelante, que de ese momento en adelante tendremos que resolver las cosas
tenemos ahorita 11 años de abusos acumulados del gobierno. Actuellement, on a donc 11 années de gouvernement de Daniel Ortega avec des abus. Que finalmente explotaron en Et estas... finalement, c'est des gens qui ont exploité ces manifestations de la population civile de manière incroyable. Il y a ces manifestations, bien sûr, qui portaient la demande de changement social. Et donc, ils ont mis les corps, littéralement, pour qu'ils soient tués. Il y a eu temps où il y avait une manifestation par semaine. Et donc, les gens dans les manifestations, quelques personnes étaient tuées. Et puis, la semaine d'après, il y avait une autre manifestation qui réunissait encore davantage de manifestants. Et après des centaines de morts, évidemment, la communauté internationale n'a pas l'air de réagir. Ça n'a pas l'air de la préoccuper du tout. Donc, évidemment, les gens sont frustrés. Mais comment vous le comprenez ça justement? Parce qu'effectivement, on voit bien, il y a effectivement ce risque que vous évoquiez de guerre civile. Il y a effectivement aussi des soutiens extérieurs qui expliquent bien sûr que ce couple présidentiel soit encore en capacité de se maintenir. Il y a le soutien du Venezuela, de Cuba, de la Bolivie, il y a tout ça. Mais finalement, est-ce qu'on peut briser justement cette logique de soutien et forcer le gouvernement à accepter de négocier, à entamer un processus politique de sortie de crise? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que la communauté internationale pourrait finalement mettre la pression de sorte à ce que ça vienne enfin, Pedro Molina? Vous avez perdu tout espoir? Pues es difícil mantener la esperanza porque Alors c'est como difficile de ciudadano continuer à avoir de l'espoir, parce qu'en tant que citoyen, je partage cette frustration qu'on a face au peu de réaction de la communauté internationale. Aujourd'hui, le gouvernement est déjà, je crois, très isolé en matière de notamment moyens financiers. Évidemment, la famille Ortega est riche avec tout ce qu'ils ont volé au Venezuela, des aides qui venaient d'ailleurs, mais qui finalement ont fini dans la poche des dirigeants. Et évidemment, on va dire que toute cette aide, elle n'arrive plus bien sûr en raison de cette crise. Et donc, du coup, voilà, Équateur a changé, il reste la Bolivie, bien sûr, et quelques îles. Mais voilà, cette aide, elle n'est plus très organisée en fait. Donc, ça implique qu'il faudrait qu'il y ait une grosse pression de la communauté internationale qui soutenait auparavant le Nicaragua pourrait fonctionner en Mais comment les États-Unis, Washington doivent mettre la pression? Comment peut-elle le faire sans être accusée d'ingérence? Pues es que igual, o sea, con la pareja gobernante de Nicaragua, le couple qui gouverne le Nicaragua siendo honestamente, sin siquiera voilà, c'est vraiment sans vouloir faire une blague, c'est des psychopathes. no sea una rendición absoluta a sus intereses, Tout ce qui ne sera pas en fait quelque part une reconnaissance de leur intérêt sera vu comme une ingérence, comme un abus de la part de la communauté internationale. Mais là, on ne parle pas d'idéologie, on ne parle pas d'économie non plus, en fait, on parle de droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est quelque chose d'universel, et donc, d'une certaine manière, la communauté internationale a une obligation de défendre ces droits de l'homme. Toute dernière question, Pedro Molina. Le Brésil vient de choisir un président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, un ancien militaire nostalgique de la dictature militaire, raciste, homophobe. Son élection est quand même un séisme pour l'ensemble de la région. Par ailleurs, d'autres pays sont dans une crise profonde. On a parlé du Nicaragua, on pourrait parler du Venezuela également. Que vous inspire cette dérive générale du continent sud-américain? Est-ce que vous craignez un retour en arrière lorsque des régimes dictatoriaux se trouvaient un peu partout dans la région? Ce risque est là? sí, una vez más vuelvo a mi teoría, Une fois de plus, je reviens à ma théorie, no depende puramente de una cuestión qui est de dire que ça ne dépend pas purement de l'idéologie. Pour moi, la racine de tout ça, c'est à mon avis encore cette idée du germe du chef tout-puissant, du caudillo, qui a toujours été présent et qui est toujours présent. Donc voilà, il y a des mouvements de pendule. Alors il y a eu quelques décennies, c'était vers la gauche. La gauche s'est très mal conduite dans beaucoup de ces pays. Voilà, ce qui maintenant donne une excuse à la résurgence de l'extrême droite. Et donc du coup, le pendule retourne vers l'extrême droite et évidemment, à un moment donné, l'extrême droite va très très mal se conduire et le pendule va de nouveau partir vers l'extrême gauche. Et tant qu'on n'aura pas compris en fait que le fanatisme, l'extrémisme, ces deux idéologies pour les nommer, ne sont pas le chemin qui va permettre de résoudre les choses, ça va continuer à se produire de la même manière. Et pendant qu'il y a ce mouvement pendulaire, les peuples souffrent. Merci beaucoup Pedro Molina d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc caricaturiste, journaliste nicaraguayen. On a d'ailleurs évoqué un certain nombre de vos dessins. On va les publier sur les réseaux sociaux, sur la page de France Culture, sur la page de Culture Monde. Je rappelle que vous avez également contribué à la collection Cartooning for Peace aux éditions Gallimard. Un grand merci Pedro Molina d'être venu dans nos studios. Muchas gracias.
Muchas gracias por habernos prestado el espacio para visibilizar. Merci beaucoup de nous avoir donné un espace d'expression. Et merci Pascal Fougère pour la traduction. On quitte le Nicaragua pour prendre la direction de l'Ukraine. 5 ans après le mouvement Maïdan, l'Ukraine toujours sous emprise russe. France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. Il y a une dizaine de jours, les régions de l'Est de l'Ukraine ont organisé des élections dont l'issue a été sans surprise puisque les chefs séparatistes les ont remportées. Les Occidentaux et les autorités de Kiev ont dénoncé ce scrutin jugé illégal et illégitime. Ces régions de Donetsk et de Lugansk sont-elles condamnées à rester prises au piège par un pouvoir russe qui continue de geler ce conflit ukrainien? Peut-on espérer des avancées politiques et diplomatiques? Et plus globalement, quel bilan peut-on faire du président Petro Poroshenko à 4 mois de la présidentielle? Ça sera en mars prochain. Nos invités, Alexandra Goujon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et à Sciences Po. Annie de Menton, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes essayiste, journaliste et puis ancienne conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev. Marc Semo, notre partenaire du Monde. On va commencer avec vous, Marc, comme on le fait chaque semaine. Ça fait maintenant 5 ans que les manifestations sur le Maïdan ont éclaté. Une révolte populaire qui avait permis, je le disais tout à l'heure en début d'émission, de faire tomber Viktor Yanukovych. Rapidement, on s'en souvient, la Russie avait repris la main, annexant la Crimée, au mépris évidemment du droit international, alimentant le conflit dans des régions de l'Est pour empêcher tout règlement politique. Aujourd'hui, les accords de Minsk, on y reviendra, ne sont pas respectés et on voit pas très bien comment, à moyen terme en tout cas, Marc, on pourrait réunir les conditions d'une paix durable. Absolument. La Russie est maîtresse dans l'art d'utiliser les conflits gelés, des conflits par elle-même créés, pour conditionner l'avenir des pays de son étranger proche qui était longtemps sous sa botte. Alors, celui de l'Est de l'Ukraine, qui par ailleurs se réchauffe régulièrement, est un peu l'archétype de la chose. On voit que le grand rêve de Maïdan, 5 ans après, est pour le moins enlisé et l'Ukraine est prise en otage. Alors il y a eu l'amputation de la Crimée, c'était la première annexion d'un territoire par la force en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a ce conflit qui continue dans l'Est de l'Ukraine et de fait, il empêche l'évolution de l'Ukraine vers une pleine démocratie, vers la construction d'un état de droit et aussi d'aller vers l'Europe et l'OTAN. Et c'est un effet gribouille du point de vue russe, parce que cela n'a fait que faire monter le nationalisme ukrainien. On oublie une chose, le patriotisme, d'ailleurs je le dirais plutôt que le nationalisme, et on oublie d'ailleurs une chose, c'est que l'Ukraine, lors du référendum sur l'indépendance en 91, avait voté à plus de 80%, je crois 90% en faveur de l'indépendance. Alexandra Goujon, Annie de Menton, peut-être un mot sur l'actualité. Je parlais de ces élections, les résultats dans ces élections, les régions séparatistes montrent que les dirigeants séparatistes l'ont emporté, l'auraient emporté, parce qu'on pourrait revenir sur les conditions de cette élection. On a à Donetsk, Denis Puchilin et puis Leonid Pasechnik pour Lugansk, qui ont gagné respectivement par 61% et 68% des suffrages. Quel regard est-ce que vous portez sur ces élections? Est-ce qu'elles sont totalement disqualifiées au titre qu'elles n'avaient absolument rien de démocratique dans leur organisation et leur déroulement, ou est-ce que quand même elles signifient quelque chose? Annie de Menton, on va commencer. Oui, elles sont illégitimes, bien sûr, au regard du droit international et donc non reconnues ni par Kiev ni par les partenaires occidentaux. Ce qui est important dans ces élections, c'est qu'elles donnent un signal de la vision de Moscou pour ces territoires. C'est ça, au fond, le plus intéressant dans l'histoire. Comme vous mentionniez Denis Puchilin, il a tout de suite dit qu'il envisageait une réunification de ces territoires avec la Russie, réunification, dit-il, culturelle et économique. On comprend bien. Culturelle, sociale, mais aussi économique, dit-il. Voilà, on comprend bien que la donne économique est majeure dans sa pensée. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a aussi une certaine, on y reviendra sans doute, contradiction avec ce que le président Poutine a mentionné ces jours derniers. On va y revenir justement, mais Alexandra Goujon, ce soutien populaire que montrent ces élections, j'entends bien parfaitement non démocratique, mais ce soutien populaire aux autorités de la République populaire de Donetsk, c'est une fiction complète? Ce sont des élections de façade, comme on en a dans d'autres pays. Ce sont des États qui sont gérés de manière autoritaire. Puchilin fait quand même autour de 57%, j'ai noté, c'est-à-dire qu'on n'a pas des chiffres non plus, je veux dire, on n'est pas autour de 90%. Il y a une mini-compétition politique, on fait croire que voilà, on est sur des chiffres qui peuvent être acceptés. Moi, je crois qu'en fait, il y a l'idée, effectivement, il y a la question de la Russie, et puis il y a aussi la question de l'installation aussi, quand même, d'un pouvoir politique. Il faut relégitimer régulièrement ce pouvoir. Ce sont des républiques séparatistes qui sont donc des États de fait et non pas de droit puisqu'ils ne sont pas reconnus, et donc il faut pouvoir relégitimer régulièrement l'existence de ces États. Ça veut dire aussi qu'on s'éloigne des accords de Minsk, c'est-à-dire qu'on s'éloigne d'une éventuelle réintégration de ces territoires dans le cadre ukrainien. Exactement. Oui, une question, combien de gens vivent dans ces républiques autoproclamées? Parce que finalement la grande majorité des gens dans l'Est de l'Ukraine, lors des élections qui avaient porté au pouvoir Petro Poroshenko, avaient voté dans le scrutin ukrainien, et voilà, parce que finalement c'est un nombre assez résiduel de personnes, beaucoup sont partis, et côté ukrainien parce qu'ils refusaient la botte des séparatistes à la solde de Moscou, et beaucoup aussi côté russe, parce qu'ils avaient envie de vivre quand même dans
d'un endroit où il y a régulièrement des affrontements, qui ne sont d'ailleurs parfois aussi du fait des Ukrainiens, mais globalement c'est quand même les rebelles séparatistes russes qui continuent à recevoir en plus du matériel de Moscou. Donc c'est assez résiduel finalement comme population. Oui, c'est résiduel, et c'est une population qui bouge énormément, puisque s'il y a énormément de gens à la retraite et qui passent des deux côtés de la frontière tous les jours pour essayer de toucher, si je puis dire, des deux côtés. Cela dit, le mot toucher est entre guillemets, parce que ce sont visiblement des sommes infinitésimales. Mais dans cette situation, ce sont des sommes importantes. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment une population fixe. En plus, la démographie, je dirais bien, aussi bien dans ces territoires-là que dans l'ensemble de l'Ukraine, date. Et on n'a pas de chiffres vraiment très précis, ce qui serait très intéressant à tout point de vue. Aussi pour les migrations, aussi pour tous ces mouvements de population qu'on a beaucoup de mal à gérer. Par contre, Alexandra Goujon, on a peut-être des éléments sur le profil, les parcours de ces nouveaux leaders qui maintenant sont à la tête de ces républiques de l'Est. Qui sont-ils ? Et est-ce qu'on peut discuter avec ces gens ? Est-ce qu'on peut échanger, obtenir des avancées, des cessez-le-feu, des accords d'échange de prisonniers ? Est-ce qu'on peut discuter ? Oui, je pense qu'on peut discuter. Alors, ce qu'il y a d'intéressant quand même, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que ce n'est pas l'élite traditionnelle du Donbass. On est bien d'accord que les personnalités politiques, enfin les personnalités, ils sont devenus des personnalités, les personnes qui ont pris le pouvoir dans ces États séparatistes, que ce soit d'ailleurs celui qui a précédé Pouchkine, ce sont des personnes qui étaient totalement, quasiment inconnues du grand public, qui n'étaient pas élues, etc. Donc, totalement parachutés. Voilà, parachutés, enfin souvent qui sont issus, on a ukrainisé, vous savez qu'il y a eu les services de renseignement russes, et là on a affaire à des personnalités politiques ukrainiennes, qui étaient sur ce territoire avant, et qui le connaissent bien d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils sont en compétition les uns les autres. Il y a une bataille interne pour le contrôle des ressources. C'est ce qui fait qu'être une personnalité aujourd'hui politique élue, et Pouchkine le sait très bien, puisqu'il a lui-même échappé à un attentat, que son prédécesseur a été tué dans un attentat, et donc c'est quand même, il y a un climat de violence qui rend quand même la position difficile. Il faut trouver des alliés, et peut-être que l'allié de Moscou ne suffit pas toujours. Bref, il y a toujours un doute du point de vue de l'autonomie. Alors, effectivement, l'idée c'était aussi, si on revient sur les élections, d'avoir des interlocuteurs dans les négociations, et on peut se poser la question de savoir si Poutine ne veut pas, et d'ailleurs joue sur cet argument de dire moi je ne suis pas un interlocuteur. C'est-à-dire qu'il y a des négociations sous le format de Normandie, mais Poutine se met en retrait, et peut-être qu'il a envie que les négociations se passent entre le centre Kiev et ses nouveaux dirigeants. Annie de Menton, ce sont des interlocuteurs, ces nouveaux négociants, ces nouveaux dirigeants, pardon. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des personnages manipulables, contrairement à des gens comme Girkin qu'on avait vu au début du conflit, qui pouvaient présenter quelques difficultés par rapport à Moscou. Donc ce sont des personnages beaucoup plus faciles à faire passer dans la direction qui est donnée. Est-ce que ce sont des interlocuteurs ? La question n'est même pas posée. C'est-à-dire que Moscou les pose comme interlocuteurs. Et le fait même que le président Poutine ait déclaré une sorte de suspension des accords de Minsk, ou tout au moins de la rencontre de Normandie jusqu'aux élections, montre bien que de toute façon, d'une part, il n'y aura pas d'interlocuteur dans cet espace-temps, et qu'au moment où il y aura une nouvelle prise de fonction présidentielle, Moscou dira, mais voilà, Kiev n'a qu'à négocier, c'est la stratégie de la Russie depuis les débuts du conflit, c'est-à-dire c'est un conflit intérieur à l'Ukraine, et donc nous n'avons absolument rien à voir là-dedans, Kiev n'a qu'à négocier avec ses rebelles, voilà, et là-dessus, à chaque fois, il y a une stratégie qui avance pas par pas, et l'élection en est une. On parlera tout à l'heure évidemment des élections de mars prochain, Maxime. Alors justement, à propos des accords de Minsk, qui ont théoriquement instauré un cessez-le-feu, qui marche assez mal, le retrait des armes lourdes, qui n'a pas vraiment marché, le problème de fond de ces accords, c'est que la frontière entre les territoires contrôlés par les rebelles séparatistes, ces républiques autoproclamées, et la Russie reste totalement ouverte à contrôler, malgré 2-3 postes de l'OSCE qui jettent un vague regard mais qui n'ont pas le droit de sortir la nuit et qui ne peuvent absolument rien empêcher. Donc est-ce qu'à la base ces accords de Minsk n'étaient pas viciés par le fait que ce qui aurait dû être le premier point, c'est-à-dire une frontière contrôlée par une vague force internationale, à même justement d'éviter que la lettre de Moscou continue, est-ce que ces accords de Minsk n'étaient pas, de ce point de vue-là, nécessairement mornés, entérinant à l'époque, on a évité le pire, mais voilà, c'est un rapport de force où l'armée ukrainienne était en difficulté grâce à des rebelles massivement aidés par les Russes. Alexandra Goujon. Oui, alors ces accords de Minsk, c'est plusieurs points, et qui ne sont pas présentés. D'ailleurs franco-allemand, avec l'Ukraine, la Russie et les rebelles. Oui, tout à fait, le fameux format de Normandie. Ces accords de Minsk, c'est un certain nombre de points qui ne sont pas hiérarchisés. Et c'est bien sur la hiérarchie du respect de ces points qu'il y a une différence d'appréciation du côté ukrainien, du côté russe. Du côté ukrainien, l'idée principale, c'est on récupère le maintien de l'ordre public jusqu'à la frontière avec la Russie, c'est-à-dire on sécurise, on enlève les armes, et ensuite on s'occupe du processus politique. Sécurité d'abord. Du côté russe, c'est on donne un statut politique à ces républiques, éventuellement des régions autonomes, et ensuite on sécurise. Donc
Donc l'agenda n'est pas le même des deux côtés, et c'est là-dessus qu'il y a une tension permanente entre la Russie et l'Ukraine sur le règlement de ce conflit. Et cette tension, j'allais dire, elle existe parce que l'objectif de la Russie, de mon point de vue, c'est justement qu'on ne résolve pas cette espèce de conflit qui n'est pas gelé, contrairement aux autres d'ailleurs, dans la région, et qui est plutôt un conflit de basse intensité. Et si on revient à ce que disait Marc Semo au début de cette émission, c'est que les autres conflits gelés sont restés sans solution exactement pour les mêmes raisons. Donc voilà, la seule différence, c'est bien évidemment qu'il y a des morts régulièrement. Annie de Menton, si on revient effectivement sur ces accords de Minsk qu'évoquait Marc Semo, ces accords de février 2015, on s'accuse régulièrement mutuellement de ne pas les respecter, mais concrètement, qu'en est-il? Est-ce que personne ne le respecte? Quelle responsabilité pour les uns et les autres dans le non-respect de ces accords de paix? Vous savez, le respect d'accords qui ont été obtenus et signés à l'arraché dans une situation qui était proprement dramatique. Et c'est vrai que sans les partenaires allemands et français, il n'aurait jamais été obtenu. Poutine et Poroshenko ont été mis face à face. Il y a eu une nuit entière de discussion et on aboutissait à une impasse totale. L'impasse, c'était quoi? C'était plus un conflit de basse intensité, mais un conflit de très haute intensité. La Crimée était déjà annexée, le Donbass s'enflammait. Donc je reviens là-dessus parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire respecter pas respecter quand deux entités sont en guerre et que l'entité ukrainienne, si je puis dire, considère que son territoire a été violé, c'est très délicat après de gérer sur place, d'autant que le partenaire russe continue à fournir des armes, continue à fournir des hommes, continue à fournir de l'encadrement et n'a aucune intention de venir vers une basse intensité, au contraire de maintenir à ce niveau de pression. Et aucune intention non plus de s'engager dans un nouveau cycle de négociation. Rien à leur attendre de ce intérêt côté. aujourd'hui, sauf d'avoir à Kiev un nouveau partenaire qui leur soit plus favorable. Pour obtenir quoi, ça reste d'ailleurs indéterminé. Et justement, peut-être un nouveau partenaire il y aura à l'issue des prochaines élections. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord place à notre partenariat avec Cartooning for Peace. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour. On le diffuse sur les réseaux sociaux, sur la page de Culture Monde. C'est notre bulle cartooning du vendredi. Mais pour les écrire, pour faire rire les dents, mon Dieu. Quand le dessin éclaire l'actualité. Bonjour Mélanie. Bonjour Florian, bonjour à tous. Et alors le dessin de ce matin est signé par un dessinateur ukrainien. Eh oui, il s'appelle Vladimir Kazanevski. C'est un dessinateur de presse, mais aussi un journaliste. Il publie régulièrement pour des journaux et des magazines non seulement ukrainiens, mais aussi japonais, russes, suisses, américains ou encore allemands. On peut signaler aussi qu'il a gagné de nombreux prix tout au long de sa carrière pour ses dessins et que ses œuvres sont régulièrement exposées. Alors au premier plan de ce dessin que nous avons choisi ce matin, eh bien un tabouret, un petit tabouret en bois, tout simple, mais au design assez original avec ce siège en forme de carte du territoire ukrainien. On distingue bien les contours qui sont aussi les frontières et auquel Kazanevski n'a pas oublié d'inclure la Crimée, on en parlait à l'instant, la Crimée qui n'appartient pourtant plus à l'Ukraine depuis le 16 mars 2014, depuis ce référendum où les habitants ont fait le choix du rattachement à la Russie, enfin annexion pure et simple, diront certains. Le dessin a été justement publié à cette époque et pour Kazanevski, la Crimée est donc encore ukrainienne. Alors à quoi sert un tabouret si ce n'est à s'asseoir dessus? Et c'est justement ce que s'apprête à faire un homme dont on ne distingue pas grand chose si ce n'est ses jambes déjà fléchies et un énorme postérieur tout près d'atteindre son but. On ne voit ni ses mains ni son visage, c'est davantage une grosse masse sombre qu'une personne. Et là aussi bien sûr il s'agit d'une allégorie, ce colosse tout de noir vêtu, c'est la Russie bien évidemment. Russia peut-on lire en lettres capitales sur ses fesses géantes. Et nous sommes quelques secondes avant ce moment fatidique où l'homme atteindra la plateforme du tabouret qui paraît soudainement bien fragile. Résistera-t-il à ce poids? Kazanevski nous laisse imaginer, on entend presque déjà les craquements des pieds en bois. Et nous avons en tout cas dans ce dessin une illustration assez explicite, pour ne pas dire caricaturale, mais c'est bien l'objet d'un dessin de presse, du rapport de force entre l'Ukraine et la Russie. L'une réduite au rang d'objet, de mobilier qui plus est destiné à supporter un poids, et l'autre personnifiée en pleine action et sûre de son bon droit, car finalement, qu'est-ce que l'idée de s'asseoir sur un pays si ce n'est lui signifier son infériorité, voire sa vassalité? C'est la vision ukrainienne en tout cas, mais du côté russe, comment voit-on les choses? Car après tout, un tabouret n'est a priori pas le siège le plus confortable, à l'image peut-être du conflit qui s'enlise à la frontière entre les deux pays. Ce qui frappe aussi dans ce dessin, c'est l'absence de tout élément de contexte. Aucun autre acteur, aucun voisin, aucun témoin, pourrait-on dire, du drame qui se joue. Cette carte de l'Ukraine semble avoir été découpée, voire arrachée au continent. Où est l'Europe, se demande-t-on? Où est l'Union dont les manifestants agitaient les drapeaux sur la place Maïdan il y a tout juste 5 ans? C'est vrai que c'est la grande absence finalement sur laquelle je voudrais peut-être vous entendre. Réagissez peut-être à ce dessin, effectivement, à cette absence criante de l'Europe qui n'est pas là. Alors même qu'elle était dans tous les esprits au moment des manifestations de Maïdan, Alexandra Goujon. Non plus, l'Europe est là. Et là, absolument, est très présente, et je dirais même que c'est un garant fondamental dans ce qui est en train de se passer. Et même au risque d'être finalement caricature contre caricature, caricaturiste, eh bien on peut dire aussi qu'il y a deux cautions majeures à ce qui se passe en ce moment. C'est d'un côté les partenaires occidentaux et de l'autre côté le conflit. Et le conflit, aussi dramatique soit-il, a poussé véritablement la population vers un sentiment de réappropriation
apportées au cours des réformes. Alexandra Goujon, vous êtes d'accord pour dire que l'Europe est là, et peut-être qu'on peut commencer aussi par faire un bilan aussi de la présidence de Poroshenko. Il y a eu des choses qui ont été faites pour justement essayer de se rapprocher de l'Union européenne, avec un accord d'association, avec la libération de visas, avec tout un certain nombre de choses. Vous trouvez que Poroshenko a plutôt un bilan positif s'agissant justement de ce rapprochement avec l'Union européenne, Alexandra Goujon? Ah oui, déjà le point de départ quand même de la révolution de la dignité, comme on l'appelle aujourd'hui en Ukraine, c'est la non-signature d'accord d'association. Quelques mois plus tard, en pleine guerre d'ailleurs, cet accord d'association est signé puis mis en œuvre. Donc on a l'accord d'association, l'accord de libre-échange qui a permis d'augmenter les échanges commerciaux entre l'Ukraine et l'Union européenne, et un petit peu plus tard, donc le fait qu'aujourd'hui les Ukrainiens peuvent circuler dans l'Union européenne sans visa pour 90 jours. Donc du point de vue des relations Union européenne-Ukraine, les choses avancent, et j'allais dire, si on prend de manière un petit peu plus large, et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à l'ouest de l'Ukraine, à la Pologne, la Hongrie, etc., l'Union européenne ou le drapeau européen continue d'être brandi et continue d'être une perspective. Ces derniers jours, on a discuté et adopté en première lecture au Parlement ukrainien le fait d'inscrire dans la Constitution la perspective d'adhésion à l'Union européenne et d'adhésion à l'OTAN. Ça a été voulu par le président, attendons de voir ce que va être le processus final, mais voilà, il y a cette idée d'ancrer cette intégration européenne. Donc je crois que cette perspective reste importante, et pas seulement pour les dirigeants, elle reste importante aussi aux yeux de la population, des citoyens qui voient l'Union européenne comme un garde-fou. Et dès qu'il se passe quelque chose d'insatisfaisant du côté du pouvoir politique, notamment dans la lutte contre la corruption, immédiatement les citoyens en appellent quelque sorte à l'Europe et à l'idée de demander et de faire pression. Merci beaucoup Mélanie Chalandon. Le dessin évidemment, on le diffuse sur les réseaux sociaux. Sur la page du site et sur le compte Twitter. Merci Mélanie. Marc, c'est bon. Oui, la volonté d'Europe est d'autant plus forte qu'elle a été renforcée par tout ce qui s'est passé, par l'agression, par l'annexion de la Crimée, par ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, effectivement, est plus en sourdine parce que l'évolution intérieure de la société ukrainienne, donc les réformes, l'état de droit, la lutte contre la corruption, etc., marque le pas. Et c'est peut-être ça le problème. C'est là-dessus que Paris, Moscou, parce qu'effectivement, tant que le conflit perdure, on ne peut pas imaginer une quelconque forme de rapprochement de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union européenne, puisque ça implique d'avoir des rapports pacifiés avec ses voisins. Voilà, c'est ça peut-être aujourd'hui nos centrales, mais même pour aller encore pousser dans votre sens, c'est que parmi les 14 ex-républiques soviétiques, il n'y en a que 2 dont le partenaire économique majeur reste la Russie, c'est le Bélarus et l'Arménie. Toutes les autres ont diversifié, regardent d'autres côtés, que ce soit vers la Chine, que ce soit vers l'Europe. Donc de ce point de vue-là, la politique russe vis-à-vis de son étranger proche est suicidaire. Voilà, donc c'est intéressant ce que dit Maximo, c'est qu'effectivement il y a cette limite dans le rapprochement avec l'Union européenne, peut-être avec cet obstacle qui est que les réformes ne sont pas allées suffisamment loin dans un certain nombre de domaines, la lutte contre la corruption, la réforme aussi des services de renseignement. Pour tout ça, le bilan de Poroshenko n'est pas reluisant, Annie de Bonton. L'ambition était énorme au départ. On peut dire que dans le cadre général, la plupart des réformes ont été lancées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est quand même les résistances des clans oligarchiques, que jusqu'à aujourd'hui on n'est pas arrivé, si je puis dire, à démembrer. Résistance des anciens pouvoirs, ce qu'on appelle la revanche, de façon caricaturale, et pour lequel il est très très difficile, effectivement, de dénouer. Et donc, le lien du nouveau pouvoir, si je puis dire, le lien de Poroshenko, avec certains de ses anciens alliés, et certains de ses partenaires tout à fait suspects. Et donc là, c'est très difficile, parce qu'à la fois, d'un côté, on ne peut pas nier qu'il y a une volonté, on ne peut pas nier qu'il y a des progrès phénoménaux qui ont été faits dans ce pays, aussi parce que la société a pris le taureau par les cornes et s'est emparée d'un certain nombre de juridictions offertes par l'Europe, offertes par les partenaires occidentaux, ou qu'elle avait réclamé à Maïdan et qu'elle a essayé de mettre en œuvre à son niveau. Mais ce que l'on voit, c'est bien sûr vous savez, les retours en arrière, les hésitations, les gels, et puis on va en avant. Donc il y a cette espèce de marche depuis, on peut pas dire 5 ans, mais 4 ans, la mise en œuvre des réformes, depuis 4 ans, qui est une marche très hésitante, et dont, évidemment, la population rend le pouvoir responsable, ce qui est tout à fait classique, étant donné par ailleurs que ses revenus se sont effondrés et que le niveau de vie est quand même très très dur en ce moment. Alexandra Goujon, les élections, il va y avoir des élections en mars prochain. Il y a déjà un certain nombre de candidats qui sont déclarés. Il y a d'ailleurs l'ancienne Premier ministre Yulia Tymoshenko, l'égérie de la Révolution Orange de 2004-2005. Il y a des candidats d'extrême droite, je crois une dizaine de candidats aujourd'hui. Comment se profile la chose et comment la Russie compte peser là-dessus? Est-ce qu'elle a déjà son candidat? Est-ce que justement celui qui pourrait s'asseoir bientôt sur le tabouret dont parlait tout à l'heure Mélanie pourrait être un homme de Moscou? Alexandra Goujon. La Russie... Si la Russie est intervenue, a annexé la Crimée et est intervenue militairement à l'est de l'Ukraine, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus tellement peser justement sur le sort politique de l'Ukraine. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, il y a des voix
notamment toutes celles qui proclament la paix, qui sont souvent associées aux anciennes élites, plutôt donc à l'ancien président Yanukovych, une force politique recomposée, mais celle-ci est très hétérogène. Ce que l'on voit tout de même en Ukraine, et je crois que c'est important pour le replacer dans le contexte de cette ex-Union soviétique, c'est que l'Ukraine fait partie des pays, je ne sais pas comment je pourrais dire, des plus démocratiques ou des plus ouverts. Il faut l'avoir en tête, il y a du journalisme d'investigation qui est sous pression, mais qui ne cesse de mettre les élites politiques sous pression. Donc ça, je crois que c'est très important, et j'aurais beaucoup de mal à dire qu'il n'y a pas du tout de pluralisme, et si on compare avec la Russie ou la Biélorussie, l'Ukraine reste vraiment, voilà, je pense, une sorte d'exemple dans cet espace-là. Bien évidemment, on est loin de l'Europe occidentale. Donc elle va essayer de peser, la Russie, comme elle le fait, notamment à travers ses médias. Elle va chercher sans doute des partenaires, d'autres formes de déstabilisation. Voilà comment l'Ukraine va réagir. Bon, là on est quand même à quelques mois des élections, c'est difficile de le savoir. Et en fait, il y a un clivage aujourd'hui dans la société ukrainienne entre Poroshenko comme moindre mal, qui est impopulaire. Mais Poroshenko est en train de faire des pas en donnant des signes de patriotisme, c'est-à-dire en montrant qu'il est le garant de l'Ukraine patriotique, de la nation ukrainienne, et pour s'assurer un certain nombre de soutiens, voilà, dans ce domaine, et certains le suivent, et peut-être que ceux qui seront les plus critiques peut-être le suivront, faute d'une alternative qui soit suffisamment conséquente. Mais il n'est pas en odeur de sainteté aujourd'hui en Ukraine, c'est sûr. Annie Le Banton, à quoi faut-il s'attendre pour ces élections? Écoutez, il y a vraiment de nombreux mois finalement, plus de 6 mois du scrutin, on ne peut pas dire... on est mars, on est à moins de 5 mois. Mais oui, c'est vrai. On est à moins de 5 mois. Oui. On ne peut pas non plus donner ce que l'on sait. Il faut s'en tenir peut-être à ça. C'est que d'abord la population est déterminée à voter. Il n'y aura pas une abstention telle, ce qui est aussi un exemple ukrainien. C'est-à-dire on vote et la population ne se tourne pas contre la démocratie. Pas du tout. Elle ne se tourne pas contre l'Europe, pas du tout. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que, plus grave, je dirais même que Poroshenko, la plupart des institutions reçoivent vraiment la défiance de la population. Ça, c'est assez grave. Autre chose qui est importante, c'est la multiplication des partis, disons, qui prônent plutôt un rapprochement avec Moscou, ce qui, en quantité, est infinitésimal, mais ce sont des forces de relais quand même très importantes qu'on ne peut pas sous-estimer. Et puis, finalement, puisqu'on a parlé du temps long, là, visiblement, il y a une autre séquence qui se joue, qui est celle des législatives. C'est très important. Pourquoi il y a énormément de candidats aujourd'hui? Moscou sait que, a priori, pour lui, les élections ne seront pas ce coup-là, mais on joue le coup d'après. Et donc, il y a des personnages qui sont en train de se mettre en scène pour, au futur Parlement, jouer véritablement le jeu, un jeu qui peut être aussi celui de Moscou. Mais aucune chance qu'il y ait un président pro-russe à l'issue de cette prochaine élection. Très peu de chance, en tout cas. Pour l'instant, non, c'est peu probable. Ce que l'on sait, puisque vous aviez posé la question sur Poroshenko, ce que l'on sait, c'est que Moscou, apparemment, ne soutiendra pas Poroshenko. Ça, c'est clair. Et pourrait soutenir le candidat la moins mal placée, qui serait Timoshenko, qui est peut-être plus facilement manipulable sur ce plan-là. Tout dernier mot, Alexandra Goujon, au terme de cette émission. Oui, on se demande donc justement voilà, s'il y a un possible retour de Timoshenko qui avait été fortement décrié, y compris au moment de sa libération. Je rappelle qu'elle a été libérée justement à la toute fin de cette révolution. C'est possible, un retour de Timoshenko? C'est possible. Que disent les sondages aujourd'hui? Elle est plus populaire que Poroshenko aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Après, tout est possible en Ukraine. On la surnomme la babouchka de la corruption. C'est ça la démocratie, l'incertitude du résultat électoral. Cette musique qu'on entend, c'est une musique qui a été chantée lors des événements de novembre 2013 sur le Maïdan. Merci beaucoup à nos invités. Alexandra Goujon, je rappellerai, auteur notamment de Révolution politique et identitaire en Ukraine et en Biélorussie, assez ancien. Annie Le Banton concernant Ukraine, l'indépendance à tout prix. On mettra toutes les références de vos ouvrages sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Un grand merci également à vous, Charles Marcemo, notre partenaire du Monde. On se retrouve vendredi prochain. Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors vous disiez hier, Brice, qu'il y avait une moisson d'articles intéressants dans le numéro de décembre du magazine Books, décembre prochain, pas celui de l'année dernière, celui du 10e anniversaire. Par où commencer, Brice? Ouvrons le banc, si vous voulez, avec une polémique entre deux historiens. Jusqu'à quel point l'irrationalisme idéologique professé par les dirigeants nazis a-t-il basculé dans l'occultisme? La révolution que prônaient les fascismes, toute tendance
tendances confondues, a écrit, on se souvient, George Moss dans son livre Les racines intellectuelles du Troisième Reich, comportaient une part de mysticisme. Mais dans quelle mesure croyaient-ils eux-mêmes aux mythes étranges qui se développèrent dans l'atmosphère trouble des années 20 et 30 allemandes? On sait depuis longtemps le rôle qu'ont joué à l'origine du national-socialisme des cercles bizarroïdes tels que la société Thulé, à laquelle ont appartenu Rudolf Hess, Hans Frank ou Alfred Rosenberg. Ces gens-là croyaient à l'existence d'une civilisation germanique très ancienne, mais disparue, dont certains initiés auraient possédé les terribles secrets. D'autres croyaient en une cosmogonie glaciaire, selon laquelle la formation de la Terre proviendrait de la projection d'énormes blocs de glace causés par une gigantesque explosion stellaire. On retrouve là des échos de ces fumeuses extravagances dans les romans et nouvelles de Lovecraft. Mais ça, c'est de la littérature fantastique. Et prendre le pouvoir dans l'un des pays les plus modernes du monde, ce qu'était l'Allemagne dans les années 30, ça paraît difficilement compatible avec ce genre de chimère. Et alors, il y a eu pas mal de livres d'une rigueur intellectuelle discutable pour faire rêver un public crédule avec ces histoires de mystiques nazis. Mais Eric Kurlander, lui, passe pour un historien sérieux. Spécialiste de l'histoire allemande du XXe siècle, il avait déjà plusieurs ouvrages à son actif lorsqu'il a publié l'an dernier aux presses universitaires de Yale un ouvrage qui a fait grand bruit. Hitler's Monsters, A Supernatural History of the Third Reich. D'après lui, les dirigeants nazis croyaient aux sciences occultes et Hitler lui-même imaginait posséder une intuition surnaturelle qui en aurait fait le guide choisi par la Providence pour guider le peuple allemand. Et d'ailleurs, durant la guerre, il finit par se convaincre lui-même que la victoire lui viendrait de forces militaires surnaturelles. Alors l'historien britannique Richard Evans, auteur d'une colossale biographie d'Adolf Hitler, n'a pas du tout apprécié ce livre et dans un long article que le magazine Push justement publie en traduction, il réfute point par point les thèses de son confrère américain. Oui, certes, admet Evans, il y avait dans l'idéologie nazie une révolte contre le rationalisme des Lumières, un néo-romantisme, un mysticisme de la nature. Mais entre l'irrationalisme et la croyance aux loups-garous et aux vampires, il y a un monde. Dans son ensemble, le peuple allemand était loin d'adhérer aux idées loufoques sur la présence cachée d'anciens dieux germaniques. D'abord parce qu'un tiers environ de la population professait la religion catholique et que celle-ci est très hostile à ce genre de croyances païennes où elle voit messe noire et compagnie. Ensuite parce que le premier parti d'Allemagne durant la République de Weimar, le SPD, était pétri de culture laïque et de rationalisme scientifique, et qu'un tel soubassement intellectuel ne se disperse pas si vite. Mais Evans, là où il emporte, à mon avis, la conviction, c'est lorsqu'il détaille les mesures prises par les nazis eux-mêmes pour combattre l'occultisme, les voyants et autres cartomanciens. Hitler consacra en 1938 un discours majeur à l'occultisme et à la pseudo-religion païenne germanique. Je cite: « Le national-socialisme, dit-il, est une doctrine réaliste, fondée sur le savoir scientifique le plus précis. Nous n'avons aucune envie d'instiller chez le peuple un mysticisme qui outrepasserait le but et les objectifs de notre doctrine, car le mouvement national-socialiste n'est pas un mouvement religieux. Sa signification n'est pas celle d'un culte mystique. Et, à l'avertissement d'Hitler, la subversion du mouvement par ceux qui mènent une quête occulte de l'au-delà ne saurait être tolérée. » Et d'ailleurs, en 1941, des centaines de personnes furent arrêtées en Allemagne au motif de mener de telles quêtes dans le cadre de ce qu'on a appelé les mesures Hess. Reste que, parmi ce que les hitlériens appelaient science, certaines n'avaient aucun caractère objectif, et le racisme en premier lieu. Mais cela ne permet pas de voir dans le mouvement nazi une forme de vaste complot occultiste. D'ailleurs, on pourra sans doute départager ces deux historiens en bagarre grâce au livre d'un troisième, Jeffrey Herf, dont la maison d'édition L'Échappée vient de publier la traduction sous le titre « Le modernisme réactionnaire ». Et dans la revue des Deux Mondes à paraître en décembre, vous voyez que je suis toujours en avance là encore, Éric de Rubercy écrit de ce livre, je le cite, « Son auteur s'attaque à la thèse ordinairement répandue selon laquelle le nazisme aurait été fondamentalement contre la modernité, irrationaliste et cultivant l'esprit rustique du sol et du sang, tout en rejetant les acquis de la raison éclairée idéale des Lumières, et d'expliquer au contraire que le nazisme s'est nourri d'un courant idéologique qui entendait réconcilier les idées antimodernistes romantiques et rationalistes présentes dans le nationalisme allemand avec la technologie moderne, qui est la manifestation la plus évidente de la rationalité instrumentale. » Merci beaucoup Brice Couturier pour votre chronique. On peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel on peut écouter, réécouter les émissions, vos chroniques, nos émissions. Il y a de plus en plus d'auditeurs qui le font et je les invite à le faire encore plus. Merci Brice, à lundi. Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gesbert et la grande table.